On va réfléchir à ce terme qui commence à être un petit peu galvaudé, de la grande démission. Tout le monde en parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce ne serait pas une illusion conjoncturelle? C'est en tout cas le parti pris qu'on va prendre dans cette émission avec Christian Bogoche. Bonjour Christian. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur du cabinet Les Temps Nouveaux. On va réfléchir avec vous de l'objet de tous les débats, de la grande démission. C'est soi-disant le synonyme d'une nouvelle ère où les employés quitteraient leurs employeurs pour le néant, ou en tout cas à un endroit avec l'herbe plus verte. Est-ce que c'est une illusion d'après vous ? Alors, si on regarde les chiffres, il n'y a rien d'anormal. 2,7% de démissions au premier trimestre 2022 sur l'ensemble des actifs, donc 2,7%. C'est pas le raz-de-marée des États-Unis. En fait, il y a eu une sorte de mimétisme par rapport à la grande démission des États-Unis, où là, il y a des millions de personnes qui ont décidé de dire non à leurs conditions de travail. Depuis quoi, 24 mois ? À peu près, c'est ça. Et puis après la grande réflexion, on va dire, pendant la pandémie, où on a réfléchi à tout ça. En France, donc on a un peu mis la loupe sur ce chiffre-là, parce qu'il y avait une sorte de mimétisme. 2,7%, c'est la moyenne. C'est la moyenne. C'est un peu plus haut que 2019, mais c'est le taux de 2008. Donc, c'est une illusion parce que c'est pas un raz-de-marée, c'est une réalité en revanche. Et il faut comprendre pourquoi il y a une accélération des grandes démissions. D'ailleurs, les DRH vous disent souvent, c'est étonnant que quand il y a une embellie économique dehors, il y a des démissions dedans. Donc les choses sont assez corrélées. Quand dehors il fait froid, on reste au chaud. Donc la question c'est maintenant de comprendre pourquoi on parle aujourd'hui de ces grandes démissions. Alors il y a un autre chiffre pour illustrer cette grande démission, c'est que 8 personnes sur 10 qui ont démissionné ont retrouvé un emploi dans les 6 mois. Alors, après tout, pourquoi pas, si c'était le moment de changer de boulot, est-ce que, Christian, vous avez des pistes pour expliquer la volonté des salariés, des employés, parce que c'est d'eux dont on parle, de quitter leur boîte? Qu'est-ce qui les fait partir? Alors, souvent, c'est un non-alignement avec ce qu'ils ont envie de vivre, de faire et de construire. C'est globalement... il y a un système de management qui ne correspond pas du tout à mon système, à moi par exemple. Moi je préfère qu'on me fasse confiance plutôt qu'on me donne des ordres à exécuter. Je préfère vous proposer des idées, donc prendre des initiatives, plutôt que d'exécuter des consignes sans réfléchir. Il y a ce désalignement qui crée la première difficulté et peut-être la raison d'un départ pour aller chercher quelque chose sur lequel on va s'épanouir. Deux, il ne faut pas l'occulter, il y a le problème du salaire. Le problème du salaire, alors ça dépend évidemment des catégories, des conditions, des grilles de salaire, on est d'accord, mais globalement dans une entreprise, il y a des grilles de salaire et on ne peut pas faire des bons de X% dans la même entreprise. Il faut sortir pour rentrer. Il faut sortir pour gagner plus, quitte à revenir après avec le nouveau salaire, par exemple. Donc c'est une raison de départ. La troisième raison de départ, c'est l'utilité. À quoi je sers? Est-ce que mon travail va être reconnu? Et l'utilité de l'entreprise dans la société. Vous voyez, il y a plein de raisons qui font que, j'allais dire, c'est le moment de commencer à regarder ailleurs. Et peut-être que je peux tout de suite enchaîner en disant peut-être que c'était le moment. Parce que le marché est en train de se durcir, l'inflation... Là, on se parle, on est fin août, début septembre. Absolument. On envisage que le début de l'année 2023 va être un peu plus difficile que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc peut-être que la fenêtre de tir est en train de se réduire. Un des arguments que vous évoquiez, c'est le sens. On a du mal à travailler à la tâche comme on le faisait avant. Maintenant, on veut une mission, mais on ne peut pas offrir une mission à tous ces salariés. Où est-ce qu'on le peut, d'après vous? Oui, parce que ça dépend ce qu'on met derrière mission. Mission, c'est je t'explique pourquoi tu fais ça. C'est une mission. Et non pas fais ça et ne réfléchis pas, qui est le système de la tâche. Vous savez, la tâche, on découpe un gâteau en tranches et on prend juste une tranche, mais on ne voit pas l'ensemble du gâteau. Donc, on peut tout à fait donner des missions. Une mission, c'est simplement, je m'inscris dans un schéma global et je sais ce que je fais et à quoi je sers. Et je pense que c'est valable pour tout le monde. Un autre des mots très galvaudés en cette rentrée 2022, c'est l'expression quiet quitting, qu'on va traduire par démission silencieuse en bon français. Je vous cite un de nos amis de BFM Business, c'est Marc Fiorentino, qui est évidemment un éminent spécialiste des marchés financiers et un intervenant régulier sur notre antenne, qui dit le quiet quitting, la grande démission, c'est déjà du passé. Le vrai sujet maintenant, c'est ce quiet quitting. Il s'agit de rester dans son job, mais de faire le strict minimum, pas plus, et d'utiliser une partie de son temps de travail pour faire d'autres choses, en l'occurrence d'autres choses plus personnelles. Comment on réagit quand on est employeur en face d'une partie de sa population de salariés qui est
en train de faire du quiet quitting. Et c'est le vrai sujet des dirigeants et surtout des DRH et des managers de proximité. Alors, ce qui est intéressant dans tout ce qu'on est en train de dire et de vivre, c'est qu'on est en train de repeindre avec des couleurs modernes des tendances qui existent depuis un certain nombre d'années. Par exemple, Gallup fait un sondage tous les ans sur les employeurs dans le monde, dont les employeurs français, mais depuis une dizaine d'années. Et on sait que globalement, en moyenne, il y a 9% des salariés français qui sont engagés. Il y a 65% des salariés français qui se disent peu engagés. C'est ça. Je fais ce que vous me dites de faire, rien de plus. Et si j'ai du temps libre, je fais des trucs pour moi. En fait, le mot sous-jacent, c'est l'engagement ou le désengagement. Ou le désengagement. Et vous avez quand même 25% des salariés français qui se disent désengagés. Désengagés, ça veut dire que je fais de l'activisme anti-entreprise. Donc, vous voyez, imaginez une sorte de grand mapping. Vous avez 9% en haut, vous avez 65% en centre et vous avez 25% au milieu. Le sujet des DRH et des dirigeants, c'est ces 65%. C'est comment faire pour les réengager et pour qu'ils produisent, qu'ils donnent des initiatives, qu'ils donnent des idées. C'est ça la démission silencieuse aujourd'hui. Alors, je vais vous citer l'avis de Bruno Coquet, qui est économiste et puis chercheur associé à l'OFCE. Il parle de la grande démission en demandant est-ce que ça cacherait pas un grand licenciement ? Parce que derrière une démission, il y a aussi parfois un employeur, une employeur qui doit se séparer de quelqu'un. Si on se met du point de vue de l'employeur, comment on la gère d'un point de vue RH, cette grande démission ? Qu'est-ce qu'on a comme option sur la table et comment on gère sa communication d'entreprise et de marque employeur ? Alors, je ne sais pas s'il y a une réponse unique à tous les cas de figure. Ce qu'on peut regarder, c'est que quand on regarde les deux courbes et les deux chiffres, ce dont on parle là, c'est aussi les ruptures conventionnelles. Ouais. Donc il y a un cumul licenciement et rupture conventionnelle. Et on sait que dans cette reprise, il y a eu une augmentation des ruptures conventionnelles. Et vous savez qu'une rupture conventionnelle, c'est quand même un accord de gré à gré des deux parties pour se quitter sous la forme d'un licenciement. Donc voilà ce qu'on peut dire. Mais je sais pas si c'est une vraie tendance qu'il faut corréler dans cette rentrée-là. On essaiera de regarder la granularité derrière ces démissions pour voir effectivement le poids des ruptures conventionnelles. Un mot quand même dans la conjoncture actuelle, une pensée pour les patrons et les patronnes de PME qui eux aussi ont du mal à recruter, qui peut-être aussi sont dans cette grosse vague de démissions / rotation. Avant l'été, on disait que presque 9 PME sur 10 galéraient à recruter. Trouver le bon profil dans une conjoncture où déjà il manque des gens et en plus on a des gens qui sont en train de se repositionner, de se retrouver, comment on fait ? Alors moi je voudrais juste apporter deux éléments. Sur ce sujet précisément, on a constaté qu'effectivement ils n'ont soit pas du tout de CV, soit quand ils en ont, ça ne fonctionne pas. Et on s'est dit, donc, il n'y a pas de candidats. Donc, il y a une pénurie de candidats qui fait que d'un coup, les PME vont se mettre à l'arrêt. Sans doute, c'est sans doute le cas dans certains cas. 2 fois cas, le cas dans certains cas. Mais en revanche, c'est le sujet des critères de recrutement. Si on ne change pas les critères de recrutement, ceux qu'on avait établis avant, je ne vois pas comment ça pourrait marcher après. Donc, il faut changer les critères de recrutement. Changer son logiciel. Changer son logiciel, changer son approche du candidat. Par exemple, il y a des marronniers. Par exemple, le CV. Le CV, c'est un marronnier. Maintenant, les études montrent que 80% des échecs sont dus au CV. Je vais le positiver. 20% des succès d'un recrutement, c'est dû au CV. Donc, il y a 8 sur 10 qui échouent si je ne regarde que le CV. On demande 10 ans d'expérience. Ça ne sert à rien, l'expérience. Le monde a changé. Donc, il faut demander beaucoup moins. On demande 36 diplômes. Ça ne sert à rien d'en avoir 36. Un seul suffit. Il faut réapprendre. Donc, vous voyez, on peut dire qu'aujourd'hui, quand on veut vraiment recruter, il y a trois sujets qui sont assez transversaux à tous les recrutements. C'est savoir coopérer avec les autres, savoir collaborer avec les autres. Ça, c'est une qualité qu'on n'apprend pas à l'école, ou dans certaines écoles, oui, pas dans toutes. Mais c'est universel dans tous les jobs. Et c'est universel, savoir coopérer. 2, savoir lire les émotions chez les autres. Et ça, c'est majeur maintenant, parce qu'on est destiné à travailler ensemble. Si vous ne comprenez pas, si vous n'arrivez pas à lire l'effet que vous avez sur l'autre, vous pouvez faire des erreurs. Et le 3e, c'est quand même avoir un peu de savoir-faire et surtout savoir gérer la complexité. Donc si on résume, je dois savoir gérer des choses complexes, je dois savoir travailler avec les autres et je dois savoir lire les émotions chez les autres. Vous voyez, c'est pas sur un CV qu'on voit ça. Voilà, les 3 mots de la fin, vous avez entendu, coopération, lire les émotions et puis quand même un savoir-faire qui peut s'acquérir sur le terrain. Merci beaucoup Christian Bogos, cofondateur des Temps Nouveaux, avec nous sur ce sujet, grande démission, grande rotation.